Aujourd'hui, on va parler un petit peu du parcours client et de comment apporter de la valeur et la meilleure expérience client possible, puisqu'aujourd'hui, nos prospects, ce qu'ils demandent, c'est ça en fait, hein. Aujourd'hui, nos clients ne demandent pas ce qu'on vende leur bien, ils demandent oui ça, mais ils attendent surtout la meilleure expérience client, la meilleure expérience que vous pourriez leur apporter en réalité. Il va falloir trouver des leviers effectivement pour leur faire, disons, jouer avec les sentiments et faire en sorte qu'ils se disent ah, alors là c'est incroyable ce que j'ai vécu. J'aurais pas, j'aurais jamais pu penser, croire qu'un service de cette qualité et un tel professionnalisme puisse exister. Voilà en gros euh, ce que doivent penser vos clients après quelques jours, quelques semaines, quelques mois de dur labeur, on va dire. Donc, on va travailler un petit peu sur comment construire justement cette relation de confiance avant même, c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on peut commencer à construire une relation de confiance avant même de rencontrer vos prospects. On va voir un petit peu comment on va se servir justement du marketing de contenu pour ça. On va également travailler sur l'anticipation des besoins que pourraient avoir vos prospects et la personnalisation que vous pouvez leur apporter, puisqu'on le sait, chaque prospect et chaque client est unique, même si on fait plus ou moins la même chose. Mais ce qui est beau, c'est qu'on fait la même chose, oui, mais avec de l'humain. Ah, hop. On fait la même chose avec de l'humain, et vu que l'humain, personne n'est pareil, c'est pour ça qu'il y a des grandes lignes, c'est sûr, c'est un fait, mais c'est jamais la même chose, en fait. Donc j'aime bien comparer notre activité à des caméléons, puisque notre rôle va être justement de nous adapter et de se synchroniser avec chaque personne qu'on rencontre. Et c'est fatigant, puisque chaque personne qu'on rencontre, même si effectivement on peut dresser une typologie, on va en le voir tout à l'heure avec le Soundcast par exemple, une typologie de personnalité, on est tous des êtres humains irrationnels, on a tous nos soucis, on est tous stressés, et du coup, ça demande toujours un effort de la part du négociateur de s'adapter à cette cible. On va aussi parler de l'acheteur, comment on va dire sublimer son parcours d'achat, puisque le vendeur, c'est bien. D'ailleurs, vous le savez, hein, le vendeur, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur, hein, on est bien d'accord. Et vous savez que je suis de ceux qui pensent que nous devons passer minimum 80% de notre temps avec les vendeurs. Mais l'acheteur, faut pas quand même pas l'oublier, puisque l'acheteur, c'est quand même lui qui à la fin qui fait le chèque. On va pas se mentir. Et on va parler enfin pour finir de la relation, de la valeur qu'on peut apporter à nos clients, parce qu'à ce stade-là, c'est plus des prospects, c'est des clients, entre à partir du compromis jusqu'à l'acte. Voilà. Donc on va essayer de trouver, on va tenter de trouver pas mal de leviers justement pour faire vivre la meilleure expérience avec vos prospects. Mais je suis sûr que dans ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a déjà plein de choses que vous faites. Mais c'est toujours bien de le rappeler, et puis il y a sûrement des choses que vous faites dont vous n'avez pas confiance. Vous apportez de la valeur à vos prospects de par votre attitude, de par votre travail, sans le savoir forcément. Et pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut travailler avec le meilleur professionnalisme possible et juste avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui de tout le monde, hein, du particulier, des mandataires et des agences? Tout simplement, déjà pour avoir des clients, pour commencer, et deux, c'est quand on a les clients, pour faire marcher les prescriptions. Parce que quand on a des prescriptions, eh bien, évidemment, la relation pendant le rendez-vous vendeur ne se passe pas du tout de la même façon, normalement, que si on a fait une pige qu'on a arrachée vraiment in extremis. Vous voyez de quoi je parle. Donc, on va essayer justement aujourd'hui, dans ces temps complexes, d'essayer de faire jouer au maximum les prescriptions. Voilà, on est tous à la recherche de prescriptions. Alors, euh, avant qu'on attaque le programme, ce que je vous propose, puisque vous savez que j'aime bien échanger pendant les coachings et j'aime bien que les coachings soient vivants, euh, pour vous, cette notion de valeur que l'on peut apporter au prospect, cette notion d'expérience, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui sur le terrain pour justement faire en sorte que vos prospects et vos clients
et le service, du coup, et l'accompagnement au-delà même de leur, on va dire, de leurs espérances. Parce que l'idée, elle est là. C'est qu'on doit aujourd'hui offrir un service au-delà de ce que le prospect, le client espère. Et quand on a fait ça, ben là, on a tout compris. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, sur vos terrains, pour ça, justement? Leur offrir les frais de diagnostic. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est un levier, c'est un levier, on va dire, pour faciliter un mandat exclusif, par exemple. Effectivement, alors on n'est pas vraiment dans l'offre de valeur, on est plus effectivement dans un levier en vue effectivement de passer un mandat exclusif ou de faciliter la prise de mandat, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée en tout cas. C'est un peu une solution facile d'ailleurs, finalement. Mais c'est bien, parce qu'aujourd'hui, les prospects, on est tous pareils, on est tous à compter, hein, surtout en ce moment. Donc, quand on a finalement voilà, un peu moins à payer pour les diagnostics ou tout ce qui est frais annexes, c'est toujours un plus, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça peut être un levier, en tout cas, pour faciliter l'exclusivité. Eh bien, le photographe professionnel. Là aussi, c'est intéressant. Je l'ai eu fait pendant des années. Le photographe professionnel, effectivement, on est dans de la valeur apportée, effectivement, on est dans la mise en valeur du bien, on est dans un service, effectivement, annexe. Effectivement, c'est un levier aussi intéressant. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas vraiment des leviers du sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la relation et dans le parcours et dans l'expérience client, mais on va dire que l'aspect financier, offrir les diags, le photographe, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise idée, bien au contraire. Quand on peut apporter de la valeur à nos prospects, c'est effectivement ça peut être les aider financièrement. Et effectivement, moi, un argument pour avoir un mandat exclusif, un des arguments concrets, c'était effectivement, ben, monsieur le vendeur, vous me faites confiance sur une exclusivité, eh bien moi, monsieur le vendeur, j'investis dans votre projet. Je crois en votre projet, donc je vais vous offrir les services d'un photographe professionnel. Ça peut être un levier, effectivement, pour choper une exclue. En ce qui me concerne, bon, moi je préfère parler parce que c'est plus simple que de taper. Carrément, Donc, ouais. voilà, moi je suis j'essaye d'être dans la disponibilité, réactivité, Ouais. et surtout moi je leur dis que je peux leur rendre service. Je m'occupe en effet de faire les diagnostics, de faire intervenir des artisans s'il y a besoin. En gros, je prends les clés et à partir du moment où ils m'ont confié leurs biens, je m'occupe de tout ce qu'il faut faire à côté. Disponibilité, voilà, surtout, et réactivité. Ils ont mon téléphone. Bon, après, moi, c'est vrai que s'il faut faire visiter le samedi, le dimanche, pas de souci, je m'adapte aux besoins des clients. Et c'est vrai ils apprécient le fait de pouvoir vous appeler régulièrement et d'avoir quelqu'un qui répond, quoi. Donc, moi, Exactement. je joue beaucoup là-dessus. Mais c'est très bien. La disponibilité et la réactivité aujourd'hui est ultra importante et d'autant plus importante en ce moment que avec tous les confrères. Il n'est pas rare aujourd'hui, surtout en zone tendue, que le vendeur il vous appelle à 9 h du matin, vous n'avez pas répondu, vous le rappelez à 14 h, même si vous n'y êtes pour rien, hein, parce que vous étiez en rendez-vous, tout ça, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas, alors je prends l'extrême, mais il y en a quand même pas mal. Vous ne l'avez pas rapporté, vous l'avez pas rappelé, vous l'avez rappelé à 14 h, quelques heures après, il a déjà mandaté quelqu'un d'autre. C'est pour vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et comment nos prospects sont, alors certes, il est vrai, impatients, mais comme tout va vite aujourd'hui. En tout cas, effectivement, ce que tu viens de dénoncer va être au centre effectivement du coaching aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup en parler effectivement de la relation qu'on va avoir avec ses prospects. Et effectivement, la réactivité, l'accompagnement et faciliter la vie de nos mandants va être au centre de notre attention aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Répondre à besoin, exemple, crèche à proximité, si grossesse en cours, jeune couple, très bien. Donc, une connaissance parfaite de sa zone de chalandise, évidemment, très intéressant. Vous connaissez l'adage qui dit qu'un agent immobilier doit se connaître tout ce qui se passe derrière la porte de nos prospects, mais y compris sur tout ce qui va être commerce et,
et puis, on va dire, commodité, en fait. De les accompagner pour les papiers à donner à marche à suivre pour le notaire. Excellente réponse également. On va en parler aussi aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement, on va dire. Et là j'ai envie de dire que même là, on est un peu même dans le juridique, puisque en tant que mandataire, vous le savez, on a une obligation de moyens dans le cadre des mandats que l'on signe. Et les accompagner, surtout sur le plan administratif, fait partie même, outre la relation, même de notre engagement quand on contracte un mandat, en fait. Donc, très, très bien aussi. Ainsi, les accompagner pour les démarches à suivre, financement, bien sûr. L'organisation des rendez-vous de devis de rénovation, ça va avec, bien sûr. C'est-à-dire avoir une multitude, une palette de partenaires, c'est-à-dire que quel que soit, on va dire, le besoin de votre prospect, on a une carte dans la serviette, en fait. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Alors, petite parenthèse juridique. Bon, je sais très bien que sur le secteur, ça se fait pas trop sur le terrain, mais normalement, depuis la loi Allure, quand on a des liens capitalistiques avec un partenaire, le vendeur doit le savoir. Bon, je ne sais pas si ça, c'est surtout pour les courtiers, voilà, quand vous touchez quelque chose et que, parce que, voilà, et que vous allez conseiller voilà, pour éviter le conflit d'intérêts et tout ça, depuis la loi Allure, normalement, le vendeur doit être au courant. Voilà. Petite parenthèse juridique, même si je sais que sur le terrain, ça ne se fait pas trop. Bon, de toute façon, je le comprends, hein, parce que au bout d'un moment, on ne peut plus travailler. On a un peu parlé la semaine dernière. L'organisation des rendez-vous de devis et rénovation, très bien. Être riche de conseils, très bien. C'est pas pour rien aussi qu'on s'appelle des conseillers. J'aime beaucoup notre appellation conseiller immobilier. D'ailleurs, je nous considère comme des conseillers immobiliers, voire des médecins. Parce que quand on se met dans la peau d'un conseiller, d'un médecin, d'un diagnostiqueur, pourquoi pas, on se met dans une position, et c'est très important aussi, et nos prospects, nos clients doivent le sentir, c'est qu'on se met dans une position où en fait, on est là pour aider, on est là pour rendre service, on est là pour accompagner, on est là pour suivre, on est là pour offrir la meilleure expérience client possible. Et quand notre prospect l'a compris, eh bien, on va gagner sa confiance en réalité. Et si on gagne sa confiance, il aura envie de nous recommander. Donc là, on est vraiment aussi dans l'expérience client, bien sûr. Montrer patte blanche sur le PLU, possibilité d'agrandissement, etc. Très bien aussi. Alors là, on est là également dans le conseil. Hein. Moi, j'étais chiant même à l'époque. Moi, je faisais tout régulariser. Moi, parfois même, c'était pas conflictuel, mais ça pouvait l'être. Hein. Et d'ailleurs, on m'a remercié plusieurs fois à la fin. Mais effectivement, on est surtout en ruralité, on est tous confrontés à des vendeurs qui n'ont pas fait leur démarche administrative auprès de l'urbanisme, donc ils vont se retrouver avec des extensions, voire carrément des constructions qui ne sont pas déclarées. Et on le sait, et là on est dans notre obligation de moyens et notre devoir de conseil, on est obligé de les conseiller sur ce qu'ils risquent, en fait, s'ils ne font pas leur régularisation. Et notre devoir est de les inviter à régulariser et de leur faire prendre conscience ce qu'ils risquent s'ils ne le font pas, c'est-à-dire ils peuvent perdre la vente si l'acheteur finalement a peur. Alors, c'est rare, mais ça peut, c'est le cas extrême. Ils peuvent signer comme ça et finalement, l'acheteur peut avoir des problèmes plus tard avec l'urbanisme, surtout s'il y a une construction dans une zone où le PLU, justement, interdit la construction en question. Donc, c'est des problèmes d'urbanisme qui peuvent aller loin. Alors, la pire situation, c'est s'il y a une construction non déclarée. Alors, ça encore, ce n'est pas très grave parce qu'on est là pour faire régulariser. Et souvent, bon, le PLU le permet. Mais là où c'est grave, c'est s'ils ont fait la construction dans une zone où ce n'est pas autorisé. Et là, si vous vendez comme ça et que plus tard, l'acheteur est embêté par la mairie, par exemple, votre responsabilité peut être engagée. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, j'ai déjà refusé des mandats pour ça. Hein. Moi, je me rappelle très bien des piscines qui étaient faites dans des zones où le PLU était en zone N, par exemple, totalement interdite. Et en fait, juridiquement, il n'y avait pas d'autre choix que de la faire boucher. Moi, personnellement, je ne fais pas le mandat. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, chacun fait comme il veut. Mais on ne va pas faire un mandat si on sait très bien que quand on va arriver chez le notaire et qu'il va regarder le cadastre et qu'il va dire tiens, il y a une piscine, où est l'ADP, où est le permis de construire, et que finalement, il s'aperçoit qu'on est en zone N. On sait très bien que quand le notaire va dire mais c'est pas possible ça, et que tous les yeux du coup vont se retourner contre vous, enfin vers vous, et que tout le monde va vous regarder le jour de la signature, sauf
si ça a été réglé avant et que l'acheteur en fait son affaire personnelle, c'est toujours possible de le marquer dans le compromis. Mais rassurez-vous, le notaire va bien lui faire comprendre ce qu'il risque. Je vous déconseille, dans ces cas-là, effectivement présents, de faire signer, de contracter directement d'ailleurs. Sauf si vous pouvez faire régulariser, bien sûr, ou si vous avez un acheteur qui en fait son affaire personnelle. Maintenant, bon courage pour le trouver. Alors, les démarches assurent, OK, l'organisation, OK, PLU, OK, effectivement. Alors, effectivement, j'ai le souci sur mon secteur, plein de choses, de ne pas déclarer comment faire, refuser le mandat s'il refuse. Alors, s'il refuse, ça dépend toujours pareil, ça dépend de la construction, ça dépend si c'est un cabanon de 5 mètres carrés au fond du jardin, c'est pas grave. On laisse tomber. Surtout en ruralité. Alors, on ne devrait pas laisser tomber, mais si vraiment il ne veut rien savoir, on ne va pas perdre la vente pour un cabanon. Par contre, si on commence à taper une extension de 20 mètres carrés ou carrément un permis de construire, là, effectivement, notre rôle et notre devoir de conseil implique que nous devons faire comprendre au vendeur ce qu'il risque. C'est-à-dire, au mieux ou au pire, perdre la vente, voir sa responsabilité civile engagée si finalement il y a un problème un peu plus tard avec l'acheteur, y compris la vôtre d'ailleurs. Donc, il va falloir négocier et éduquer le vendeur et l'aider. Alors là, voilà, on rentre finalement dans la relation on rentre dans la relation et l'accompagnement, voire l'aider dans ses démarches administratives. Alors, pas lui faire, attention, l'aider, l'accompagner dans ses démarches. Maintenant, encore une fois, si c'est dans une zone où il y a eu quelque chose qui n'était pas déclaré et que la zone le permet, c'est pas grave. On peut même signer. On peut même signer un compromis et le marquer en condition suspensive, c'est-à-dire que on conditionne la vente au fait que le vendeur fasse sa régularisation. Ça, c'est possible. Maintenant, si c'est dans une zone du PLU, et ça, il faut s'en assurer, il faut aller voir le cadastre, ou sur le PLU, sur le site de la mairie, c'est une zone où, dans tous les cas, c'est pas autorisé. Ben là, pas bon. Là, pas de mandat pour moi. Parce qu'on sait qu'on va être embêté plus tard. Là, c'est des situations délicates. Moi, personnellement, je refuse le mandat. Parce que je sais, si c'est une piscine, si c'est une extension de 25 mètres carrés, une extension, c'est rare parce que souvent, les zones quand même le permettent, mais c'est surtout les constructions indépendantes. Voilà, le mec, il a fait un garage de 40 mètres carrés en zone naturelle. Bon, là c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Donc là, ouais, c'est compliqué. Je n'ai pas pris un mandat car le vendeur n'a rien déclaré et quand je lui ai parlé de l'urbanisme, sa réponse, c'est non, il ne faut rien leur demander, il faut faire, oui, c'est toujours comme ça, il faut leur dire que l'on n'a été pas au courant. Du coup, je n'ai pas confiance envers le vendeur. Oui, ben, je comprends. Je comprends, c'est tout à fait classique. Donc, la question de faire le mandat dans ce cas-là se pose effectivement. Vous allez faire un mandat, le vendeur vous dit ça. Vous allez arriver au compromis, l'acheteur, il va falloir lui dire, parce qu'évidemment, on ne va pas lui mentir. Donc, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il en fait son affaire personnelle, il va régulariser. Parfois, certains vendeurs, quand ils sont au pied du mur, c'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez lui dire, bon, j'ai un acheteur, par contre, il faut le faire régulariser. On va quand même le conditionner. Ça peut passer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, c'est vraiment vous, en fonction de la relation que vous voulez établir. Vous ne faites pas le mandat parce que vous ne voulez pas être emmerdé, ok? Vous le faites. Par contre, vous savez que tôt ou tard, la question va se poser. Et ça, c'est à vous de voir, finalement, si vous voulez vous la poser ou pas. Et certains vendeurs, quand ils sont au pied du mur, c'est-à-dire que, monsieur le vendeur, là, vous signez au prix que vous m'avez demandé. Par contre, on conditionne le permis de construire, la DP, ce que vous voulez. Ça, vous pouvez quand même signer un compromis, du coup. Par contre, effectivement, pendant le compromis, il devra faire régulariser. Et vous serez là pour l'aider, si c'est ça qui l'inquiète. Voilà. À vous de voir comment vous voulez, en tout cas, voir la relation. Le vrai danger, c'est quand on est dans une zone où on ne peut pas. Et en plus, parce qu'il y a la vous savez, il y a deux prescriptions. Il y a la prescription administrative, on va dire civile, et la prescription pénale. La pénale, c'est 10 ans, je crois. Donc, au bout de 10 ans, on peut se dire, on est tranquille. C'est bon, ça fait 20 ans que je l'ai faite, mon extension, on s'en fout, il y a prescription. Alors, quand c'est dans une zone autorisée, c'est vrai. Normalement, on est tranquille. Par contre, si c'est dans une zone non autorisée, normalement, la prescription ne s'applique pas.
la prescription pénale. Donc, même au bout de 20 ans, il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que le danger, c'est vraiment dans une zone où on ne peut pas. Donc, après, à voir l'ampleur de la construction, à voir ce que vous pouvez faire avec le vendeur pour régulariser, démolir, je ne sais pas. Ça dépend des constructions, mais en tout cas, attention, voilà, quand on est dans une zone qui n'est pas autorisée. Une pièce en plus, il faut faire déclarer du coup notre responsabilité d'engager. Une pièce en plus, oui, tout à fait. Alors, une pièce en plus, ça sera une DP, une déclaration préalable, puisque c'est attenant à la maison. Mais en tout cas, oui. En fait, les constructions qui ne sont pas à déclarer, c'est moins de 5 mètres carrés. Donc, vous voyez, on y arrive vite. Hein. Les constructions de moins de 5 mètres carrés n'ont pas besoin d'être déclarées. Et ça va jusqu'à 40 mètres carrés quand c'est attenant à la maison, en zone urbaine. Après, c'est permis. Et à partir de... Alors, il faut que je regarde j'avais fait un article en plus sur le sujet. Bon, je vous enverrai l'article dans le chat. Mais à partir de 40 mètres carrés, quand c'est non attenant, c'est un permis de construire. Un aménagement de garage en chambre. Alors là, c'est très souvent permis de construire. Parce que là, il y a deux choses. Il y a un changement de destination. Donc, on transforme la destination finalement du garage en chambre. Donc, si avec ça, ça serait une DP, mais souvent, on remplace la porte de garage par une baie vitrée. Donc, il y a deux choses. Donc là, c'est permis de construire, c'est sûr. Parce qu'il y a à la fois du coup, le changement de destination et à la fois la modification de façade. Donc là, c'est permis. Merci Kelly, à bientôt et à la semaine prochaine sûrement. Allez, après cette brève parenthèse sur l'urbanisme, on pourra faire un coaching sur l'urbanisme. Hein. C'est intéressant, on pourrait le faire. C'est vrai qu'en ce moment, surtout en octobre, là, on a surtout prévu des choses sur la rentrée de mandat, puisqu'on sait qu'en ce moment, c'est ce qui pêche. Mais c'est vrai qu'après, ce serait intéressant quand ça repart, qu'on fasse des choses un petit peu aussi un peu plus sur le droit et l'urbanisme. Alors, je vous disais tout à l'heure que la confiance de vos vendeurs, vous pouvez l'établir avant même finalement qu'ils vous voient. Et effectivement, dans votre marketing et dans votre prospection, vous avez, avec les outils d'aujourd'hui, la possibilité de leur apporter de la valeur. Comment? Eh bien, avec une technique que j'apprécie énormément, le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est tout simplement le fait d'offrir à vos prospects, à votre audience, alors que ce soit sur les réseaux en ligne ou en live, sur le terrain, de leur apporter du contenu qui les informe, qui les forme, qui les divertisse, qui les font rigoler, tout ce que vous voulez, du contenu intéressant à votre audience, de façon à lier une relation avec votre cible dans l'espoir qui vous sollicite, justement. Moi, j'aime bien faire la comparaison. Avec un chanteur, par exemple. Vous êtes un chanteur, un meilleur chanteur du monde, soyons fous. Pour le faire savoir, vous avez deux principales façons. C'est vous le dites, je suis le meilleur. Vous êtes le meilleur agent. On va revenir sur l'immobilier. Vous êtes le meilleur agent immobilier du monde. Pour le faire, vous avez deux façons. C'est faire des supports en disant je suis le meilleur, X bien vendu. Alors, c'est intéressant aussi d'ailleurs, mais estimation gratuite de votre bien, enfin tout ce qu'on fait déjà, qui est un peu désuet. Ou vous avez tout de suite la possibilité de le prouver. Justement, en apportant du contenu, en apportant votre savoir à votre audience. Eh bien, les statistiques montrent que les chances qui vous sollicitent sont beaucoup plus fortes avec le marketing de contenu, en prouvant votre expertise, en donnant des conseils sur l'immobilier, en parlant de l'immobilier local, en montrant des chiffres. Pourquoi pas et d'ailleurs il faut le faire, hein, de vos réussites, de vos biens vendus, du nombre de clients satisfaits. Il faut le faire, bien sûr, communiquer sur sa réussite. Tout ça, vous pouvez l'offrir à votre cible. Vous pouvez l'offrir sur les réseaux, vous pouvez l'offrir dans l'email marketing, dans une newsletter que vous pouvez offrir à votre audience tous les mois. Vous pouvez l'offrir sur des supports en dur, sur des flyers, sur des newsletters locales aussi en dur, pourquoi pas, au format A4, dans les journaux locaux. Tous les supports sont bons, en fait,
en gros, pour étaler votre science. C'est ça. Apporter du contenu, finalement, qui va intéresser votre audience et qui va surtout prouver votre expertise. De ce fait, eh bien, vous augmentez vos chances de contact. Parce que je vous garantis qu'entre quelqu'un qui habitue sa cible à recevoir du contenu intéressant, qualitatif, et quelqu'un qui fait juste une pub avec avis de valeur gratuite de votre bien, je vous garantis que vous augmentez considérablement les chances par rapport aux flyers qu'on vous sollicite. Donc ça, c'est le marketing de contenu. Vous pouvez le diffuser partout et aussi par l'email marketing. Pardon. Intéressant. Est-ce que parmi vous, il y en a qui en font du marketing de contenu? Très bien, Ingrid. Facebook est un excellent moyen. Alors, je vous mets dans le chat. Je vous mets dans le chat tout le monde, ok, un lien avec un logiciel, voilà, dont je me sers moi pour le faire. Tout ce qui va être email marketing, tout ce qui va être newsletter, ce qui va être page de capture de données, vous allez comprendre où je vais en venir tout à l'heure. Donc tout ça, le logiciel vous permet, ça coûte que dalle, je trouve que c'est 22 € par mois, et je vous garantis que c'est très, 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 très intéressant. Les retombées sont très intéressantes. Donc voilà, construire une relation de confiance avec vos vendeurs peut commencer avant même et leur apporter de la valeur, parce qu'en faisant ça, vous leur faites bénéficier de votre savoir et vous les instruisez, on va dire comme ça, vous les instruisez et vous leur faites profiter de votre instruction, ce qui fait que du coup, ils apprennent grâce à votre savoir. Donc c'est une forme de valeur. Et c'est surtout que ça fait aussi marcher le phénomène de réciprocité, un phénomène de réciprocité qui est aussi une technique de manipulation d'ailleurs, qui fait que le cerveau humain, quand il reçoit, il est conditionné pour rendre. Donc grâce à votre savoir, vous conditionnez finalement votre cible à ce qu'elle vous sollicite en échange de votre savoir. D'accord? Alors encore une fois, ça ne marche pas à 100%, vous savez bien qu'il n'y a rien qui marche à 100%, mais on est toujours dans l'optimisation. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, quand vous êtes confronté à vos prospects et vos clients, eh bien, j'ai envie de dire que la meilleure façon de leur apporter de la valeur, il y en a plusieurs, il y a les meilleures façons, tout d'abord, va être de vous mettre à la place de vos prospects, d'essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Oh, je veux juste vendre mon bien. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Ils attendent, évidemment, ça c'est la finalité de la chose, mais ils attendent autre chose. Ils attendent une relation, ils attendent une expérience. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je suis sûr que ça vous est arrivé. Je ne compte pas le nombre de fois dont ça m'est arrivé. Le fait qu'un ancien vendeur, que vous recevez du coup un appel d'un vendeur qui vous sollicite de la part d'un ancien client à qui vous n'avez pas vendu le bien. Ça nous arrive, ça. En tout cas, ceux qui travaillent bien, ça leur arrive. Vous n'avez pas vendu le bien, mais c'est vous qu'on a recommandé. La personne n'a pas recommandé l'agence qui a vendu. Il y a un truc là quand même. Ça veut dire que ça prouve que les prospects aujourd'hui, et d'ailleurs, ils nous le disent, Monsieur Jonathan, Maria, je suis dégoûté. Il y a Tartampion qui a vendu mon bien. Je suis dégoûté. Je voulais que ça soit vous. Et souvent, ils sont sincères. Et ils sont presque dégoûtés. Ils sont dégoûtés d'ailleurs, certains, que ce ne soit pas vous qui ayez vendu. Parce qu'au bout d'un moment, on le sait, il y a aussi la transaction et le portefeuille. Mais tout de même, ils sont déçus. Donc, même si vous ne vendez pas, la finalité, c'est de vendre, bien sûr, c'est ça qui nous fait vivre, c'est l'objectif final, on est bien d'accord. Mais ça passe par un nombre d'étapes et surtout une relation parfaite, une expérience parfaite, un professionnalisme parfait, pour justement faire marcher les prescriptions, même si ce n'est pas vous qui vendez.
Alors, si en plus vous vendez, on va dire que ça va cerise sur le gâteau. Et pour ça, il va falloir anticiper les besoins de vos prospects. C'est-à-dire qu'il va falloir, par des techniques de synchronisation, que votre prospect se sente comme vous, que vous soyez à la portée de votre prospect. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. C'est les écouter. Les écouter. Notre métier est fait de au moins 80% d'écoute. Les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent se confier. Les gens, alors c'est toujours pareil, à 85%. Les gens ont besoin aussi beaucoup de parler. Les gens ont besoin un petit peu, grâce à votre relation, vos prospects ont besoin un petit peu de vous sentir comme la famille, en fait. Votre client doit faire partie de votre famille, en fait, pour caricaturer. Mais c'est de ça qu'on parle. Et pour ça, on les écoute pendant au moins 80% de votre temps en rendez-vous vendeur. C'est facile en rendez-vous vendeur. Il faut parler que 20% du temps pour donner ses conseils et vendre un petit peu nos services à certains moments. Donc, on va les écouter, on va faire preuve d'empathie. L'empathie, l'écoute empathie, qui est extrêmement importante. Voilà, il faut vraiment comprendre les attentes de notre prospect, qui est la finalité, c'est vrai, qui est la vente du bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la relation qu'on va mettre autour, les conseils, l'achat de son futur bien éventuellement, l'expérience. Et c'est avant ça, c'est avant la vente, c'est de ça qu'ils ont besoin. Parce que dans tous les cas, si à la fin, de toute façon, il n'y a pas de relation de confiance, certes, vous allez peut-être vendre, mais vous n'allez pas forcément vendre dans de bonnes conditions. Et même si vous vendez, vous allez gagner votre chiffre d'affaires. C'est vrai, bravo. Maintenant, peut-être et peut-être que même si vous n'avez pas vendu ce bien et que la personne vous recommande, vous allez faire d'autres ventes auxquelles vous ne pensez pas donc, à l'instant T à votre commission, mais que ça se trouve, même si vous ne vendez pas ce bien-là, grâce aux prescriptions que vous allez obtenir grâce à la relation, vous allez faire 4 ventes, on ne sait pas. Donc la stratégie finalement de la relation doit se baser maintenant, alors avant le rendez-vous vendeur, avant de connaître votre prospect, d'ailleurs, que ce soit un vendeur ou un acheteur, pendant la relation et après, comme on va le voir tout à l'heure. Votre prospect doit vraiment comprendre que vraiment vous êtes dans une démarche d'entraide et de partage. C'est vraiment des mots-clés, en fait. Jamais votre prospect doit sentir que vous êtes sur la commission, sur la vente, votre prospect doit comprendre que vous êtes sur la relation, sur une démarche d'entraide, dont les partenaires dont vous allez évoquer tout à l'heure. D'ailleurs, vous devez être curieux et attentif vraiment aux besoins de votre prospect. Et là, on va faire une petite parenthèse. Alors, je vous fais patienter juste une seconde, parce qu'il y a une personne apparemment qui essaie de se connecter et qui n'y arrive pas. Du coup, j'ai perdu le fil. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est proposer des partenaires. Du coup, c'est très intéressant, puisqu'on est aussi dans ça, on est dans le service. Et donc, il faut effectivement laisser parler le prospect le plus possible. Et ce qui est compliqué dans notre métier, c'est que chaque personne est différente. Et chaque personne, on va dire, dans les grandes lignes, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Chaque personne, en fait, est définie par ce qu'on appelle le Sunkas. Est-ce que ça vous parle, le Sunkas? C'est une technique commerciale vieille comme le monde. Alors, je vais partager mon écran. Et je vais vous mettre, vous vous rappelez, je suis très sur les acronymes. Alors, partager l'écran. Alors, parce que j'ai 40 000 fichiers ouverts. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire après ça. Alors, le Soundcast, je vous le mets ici. Soundcast. Je vous disais que chaque
prospect est défini, on va dire, par des grandes lignes. Voilà, je le mets là. Donc, SUNCAS, c'est un acronyme. Vous allez le voir. Avec les relations que vous allez établir, il y a une tendance, voire plusieurs d'ailleurs, qui vont se dégager. Et en fonction de ces tendances, vous allez pouvoir apporter une réponse adaptée, personnalisée, parce qu'on est toujours dans la personnalisation de vos relations, bien sûr, sinon ce serait trop facile, en fonction de la typologie. Alors, le premier S, c'est la sécurité. Sécurité. La sécurité, la fameuse sécurité. Alors, où est-ce qu'on la retrouve, la sécurité? Chez les vendeurs, on la retrouve souvent chez des personnes qui ont peur de l'engagement. Ils ont peur de signer des mandats parce qu'ils ont peur de se faire avoir. Là, on est dans la notion de sécurité. Donc, grâce au fait que vous avez défini cette notion de sécurité, vous allez pouvoir apporter des arguments et un argumentaire lié sur des arguments liés à la sécurité. D'accord? Ouais, je veux pas signer le mandat, j'ai peur d'être engagé. Oui, monsieur le vendeur, regardez, en fait, on peut annuler la période d'irrévocabilité, par exemple, et finalement, pas d'engagement. Voilà, c'est réglé. Bon, je dis ça vraiment au hasard comme ça. Chez l'acheteur, souvent, c'est les primo-accédants, les jeunes qui flippent parce qu'ils n'ont jamais acheté un bien, c'est normal d'ailleurs. Donc, ils ont peur. Ils vont vous poser 40 000 questions. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement vraiment plus poussé, beaucoup plus de vos nouvelles, qui vont avoir besoin de factuels, qui vont avoir besoin d'écrits, tout ça. Donc, voilà. Quand vous détectez en fait une typologie anxieuse par rapport au SUNCAS, c'est un besoin de sécurité. Donc, vous allez pouvoir apporter une réponse et surtout, quand vous avez des objections, des arguments basés sur la sécurité. Parce que si vous ne définissez pas finalement la typologie, vous allez apporter peut-être des arguments à côté de la plaque, en réalité. Ouais, mais je suis pas cher. Oui, mais on s'en fout. C'est pas l'argent, là, c'est la sécurité. Voilà, je dis ça comme ça. Faut caricaturant. Donc ça, c'est la sécurité. Le O, c'est l'orgueil. Ah, on les connaît, les orgueilleux. La typologie orgueilleuse. Là, le vendeur qui a tout vu, qui a tout connu. Il connaît votre métier par cœur. Hein. Il sait que le diagnostic thermite, c'est valable 2 ans. Il sait que le diagnostic électricité, c'est valable 6 mois. Il sait que l'amiante, finalement, il n'y a pas de diagnostic. Voilà. Il sait tout. Mais en réalité, il dit que des conneries. Je suis caricature, mais c'est trop ça, en réalité. Et dans les visites, alors justement, c'est un mélange, on en revient aussi avec la sécurité, c'est le couple de primo-accédants qui a besoin d'une contre-visite avec l'oncle qui est bricoleur, avec le maçon professionnel qui n'a jamais monté un mur de sa vie, mais qui est professionnel. Voilà. Pendant la contre-visite, très importante la contre-visite, il faut faire attention d'ailleurs à ça, et qui vont vous apprendre votre métier et vous dire que ça, c'est un parpaing de 15, tout ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Face à cette typologie-là, orgueilleuse, il y a une façon de réagir. Évidemment, on ne va jamais au frontal, parce que là, on va dans le mur. Ça va se finir avec un combat de coq, et vous n'allez pas faire la vente, vous ne pas avoir le mandat. Donc, typologie orgueilleuse, on est dans l'écoute, on est dans finalement l'acceptation, on est dans la validation, parce qu'on va le laisser parler, c'est hyper simple, on va lui laisser on a juste à l'écouter, à lui dire oui, en gros. Par contre, s'il dit une connerie, ce qui est malheureusement souvent le cas, on va le remettre dans le droit chemin en lui disant oui, vous avez raison, mais en revanche, je rajoute une précision, c'est comme ça. Voilà, on ne lui dit pas qu'il a tort, surtout pas, il n'a pas tort. Il sait tout. Il n'a pas tort. Par contre, on va le recentrer de manière habile. Ça, c'est l'orgueilleux. On les connaît tous. Le N, c'est la nouveauté. Alors, la nouveauté, ce sont les personnes qui aiment bien tout ce qui va être dernier cri, dernière technologie, domotique. Ils vont vous faire visiter leurs biens. Vous allez voir qu'il y a toutes les dernières technologies inimaginables. Les personnes qui sont... Alors, souvent, la nouveauté, c'est un mélange d'orgueil aussi. Parce et souvent, ils surestiment leurs biens, on le sait. Parce qu'ils ont investi des millions d'euros, des milliers d'euros dans leur baraque pour avoir les trucs dernier cri. Donc là, on est sur la nouveauté. Voilà. Intéressant aussi comme typologie. Donc là, il faut avoir un discours moderne, il faut avoir un discours contemporain avec ces personnes-là, pour ne pas paraître has-been, comme on dit. Le C, le confort. Le confort, qui rejoint aussi la nouveauté, des personnes qui ont souvent des beaux biens,
confortable, bien entretenu. Tout ça, c'est le confort. Donc, si vous avez une typologie de confort de la part des acheteurs, souvent, ce sont des personnes qui ne veulent pas de travaux, qui veulent des biens clés en main. Donc ça, c'est pareil. Déterminer ce genre de typologie va vous permettre de gagner du temps aussi sur vos découvertes vendeurs et acheteurs. Le A, l'argent. Alors, l'argent. Alors, celui-ci, on le retrouve tout le temps, hein, que ce soit chez les vendeurs et chez les acheteurs. L'argent, c'est omniprésent en immobilier. Comme je le dis souvent, en immobilier, ça commence avec de l'argent et ça finit avec de l'argent. Donc, l'argent, attention. Il y a ceux qui en ont beaucoup et qui s'en foutent et ceux qui n'en ont pas, comme c'est souvent le cas malheureusement, et qui vont tout compter. Donc là, attention. C'est ceux qui vont négocier votre commission. C'est ceux qui vont surpayer, c'est ceux qui vont négocier. Donc, quand vous détectez une typologie argent, vous savez que vous allez devoir vous préparer à une liste d'objections liées à l'argent et à la négociation. Alors, c'est bien de les détecter en avance pour se préparer. Et enfin, le dernier, la sympathie. La sympathie, on le retrouve aussi régulièrement. Moi, j'aime bien la typologie sympa. C'est les prospects qui vont faire copain-copain. Il y en a, vous ne savez pas pourquoi, ils vont souvent dans votre sens. Je ne sais pas si ce n'est pas pour montrer qu'ils savent ou aller dans votre sens ou faire copain-copain, mais on a des typologies qui vont vouloir sympathiser. Donc, ça, c'est agréable de travailler avec ces gens. Par contre, attention à ne pas les décevoir. Parce que souvent, quand cette typologie-là est déçue, c'est pour toujours. Donc, attention aux sympas, à ne pas les décevoir. Vous savez, c'est un peu les extrêmes, quoi. Donc, évidemment, on ne va pas nous mettre dans des cases. Par contre, je vous garantis qu'en réfléchissant, en écoutant vos prospects, il y a des tendances qui vont se dégager. C'est obligé, c'est mathématique. On est tous pareils. Donc, ça, c'est très intéressant à l'avoir toujours en tête. Oh, lui, il me parle de ça. Lui, c'est un anxieux. On va le rassurer. Oh, lui, m'étale sa science. C'est un orgueilleux. On va aller dans son sens. Oh, lui, il aime la technologie nouveau cri. Ok, c'est très bien. On va finalement avoir un discours contemporain. On va le brosser dans le sens du poil aussi, puisque souvent, ils sont fiers de leur bien. Donc, ça rejoint l'orgueil. Le confort, c'est pareil. On va du coup présenter des biens adéquats à nos prospects. On va faire attention, effectivement, parce que c'est souvent des gens qui ont de l'argent. Donc, on va adopter une attitude effectivement encore plus professionnelle, bien que normalement vous devez être toujours au max. L'argent, on le sait, c'est toujours présent. Hein. Ces négociations, c'est tout ce qui va tourner autour de la négociation du prix, négociation des honoraires. Donc attention aux objections, il faut s'y préparer. Et enfin, la sympathie. Vous savez que ce sont des personnes qui vont faire copain-copain. Mais attention à ne pas les décevoir parce que vous pourriez le regretter sur votre affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Situation familiale. Ah, je pense que c'était par rapport au son de classe que tu peux dire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va. J'avais peut-être une question. Oui. Jonathan, c'est Magali. Moi, j'ai eu un problème ces derniers mois, d'une une ancienne cliente à qui j'ai vendu il y a 5 ans, qui voulait absolument sympathiser avec moi parce qu'elle avait besoin de se confier. Elle avait besoin voilà, d'être soutenue, d'être écoutée, d'être entendue, d'expliquer ça et ça. Et il se trouve que c'est une égocentrique plus dans ces cas-là. Donc, tu as intérêt à ne pas aller mal, toi non plus, parce que de toute façon, elle s'y intéresse pas. Et franchement, je me suis sentie dans une situation mais très compliquée parce que je savais que derrière, elle allait vendre, elle venait de se séparer de son conjoint. Et en même temps, cette situation où où je l'ai aidée, c'est-à-dire que je lui ai envoyé dans une association pour qu'elle puisse parler, discuter, etc., ça m'est un peu revenu par la figure parce que je recevais des SMS constamment, voilà, j'étais la psy. Mais à un moment donné, j'avais presque envie de lui dire, mais je veux plus être là pour t'aider parce que ça me gêne. D'être le confident et je n'arrivais plus à trouver ma position de conseiller immobilier. Je comprends.
C'est rare, mais ça peut arriver où des personnes finalement vont carrément nous manger tout notre pollen. Alors là, c'est à nous, professionnels, du coup, il faut faire attention au revers de la médaille, où effectivement, parce qu'on le sait, hein, beaucoup de personnes malheureusement ont des troubles, où il va falloir juger, jauger à quand s'arrête la notion professionnelle et à quand on commence à basculer dans autre chose. C'est ça. Voilà. Et là, il n'y a que nous qui pouvons le savoir en fonction de la personne. Et il faut faire attention parce que parfois la limite est étroite. Tout à fait. Donc, quand vous commencez à être sollicité le dimanche, moi, ça m'est déjà arrivé à 23h, hein, même minuit d'ailleurs, je m'en rappelle. Là, il va commencer à falloir faire attention, effectivement. Et effectivement, À un moment donné, je pense qu'il faut diminuer cette aide psychologique ou aide, hein, et revenir à la portée pro et dire, ben voilà, déjà moi je me suis éloignée un petit peu. bien sûr, il va falloir mettre des distances. Ouais, c'est ça, exactement, les distances, ne plus répondre et puis dire simplement, écoute, le jour où tu auras besoin de moi, je serai là, mais là j'ai besoin d'air. Je vais pas dire ça comme ça, hein, mais bon, je partage ce que j'ai trouvé, c'est la première fois que ça m'arrive. Quelqu'un qui veuille vraiment sympathiser et qui a besoin d'aide, en plus, c'est un client qui a besoin d'aide, qu'on a aidé. On n'a pas envie de les laisser tomber non plus parce que derrière aussi, c'est une recommandation, c'est plein de choses. Si on la laisse tomber, je veux dire, notre notoriété peut en découdre aussi. Enfin, ça peut nous retomber dessus aussi. Donc, tout à fait. faut faire Donc, gaffe. c'est pour ça, effectivement, que la limite, parfois, alors, ce cas-là est rare, mais parce qu'évidemment, tous les conseils aujourd'hui, c'est vraiment dans une relation entre gens sains, civilisés, professionnels. Maintenant, là, vu ton expérience, on est basculé dans du personnel et dans autre chose. Donc, c'est à nous conseiller, effectivement, de mettre le haut là quand il faut aussi. Mettre le haut là quand il faut, parce qu'on le sait en tant qu'indépendant. Alors moi, mais ce que tu racontes est rare, mais en même temps, ce n'est pas du tout un cas isolé. Non. Et moi, j'ai coaché des personnes, effectivement, qui étaient mal parce que la limite professionnelle était largement franchie. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, mais c'est souvent les dames. Hein. Et beaucoup s'impliquent émotionnellement. On doit s'impliquer, on doit être empathique, mais attention aux émotions. Les émotions, pour le conseiller immobilier, c'est l'ennemi. Parce que justement, on risque d'en basculer dans autre chose. Et on le sait, les émotions sont extrêmement énergivores. Donc, notre relation, sauf si vous le décidez, à titre exceptionnel, ne doit pas dépasser le cadre professionnel au risque de basculer dans autre chose et que ça empiète sur votre vie. C'est possible. Ce n'est pas un cas isolé. Alors moi, je vous le garantis, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc oui, tout à fait, il y a des personnes qui sont mal. C'est important de rappeler ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est qu'il faut être un peu moins dans l'émotion et c'est même plus que recommandé. Il y a des personnes qui sont mal et qui peuvent nous rendre mal. Rappelez-vous qu'il y a des relations toxiques. Il y a des relations toxiques, mais mais inconscientes. Et pour finir sur les émotions, attention aux émotions liées aux autres, effectivement, parce que l'émotion, en fait, peut être très néfaste, mais aussi aux émotions liées à votre business. Moi, je me rappelle, j'ai coaché des personnes, mais il y avait une vente. C'était... Et il y avait un compromis qui pétait, c'était le sanglot. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est extrêmement énergivore pour votre activité. Et en plus, c'est pas pro. Pour en revenir au côté pro. Donc, le business et les émotions, quand c'est trop, ça ne va pas ensemble, à mon sens. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de sentiments, attention. Je ne dis pas qu'il faut être un chien et chercher, attention, on n'est pas du tout dans ça. Mais la limite est étroite. En gros, pour schématiser, j'ai ouvert Word, mais ce n'est pas Word que je voulais mettre. Est-ce que je peux mettre un... Non, alors, désolé, petit loupé, c'est Paint que je voulais mettre. Voilà. Alors, vos émotions, si elles font ça, hop, on va dire tac, tac.
Vos émotions, si elles font ça, vous allez tenir 6 mois. Et après, vous allez faire un burn-out. Alors, 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 semaines, ça dépend des gens. Et au bout d'un moment, vous allez faire ça. Maintenant, ce que je préconise, c'est plutôt ça. Ah, j'ai une vente qui pète. Oh, ben, ouais, c'est chiant, mais bon, j'en ai d'autres. Et puis, on va tâcher de ne pas perdre le vendeur. Allez, ça va. Ah, j'ai une vente. Oh, ben, c'est bien. Allez, à la prochaine. Vous avez vu? Et je lisse. Mais si vous faites oh, génial, j'ai une vente. Oh, j'ai perdu une vente. Ouais, génial. Oh, bah alors là, laissez tomber. Et j'en connais plein qui, effectivement, ont dû prendre des arrêts maladie parce que justement, malheureusement, l'émotion était trop forte. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut vraiment faire un travail sur soi, sur la gestion des émotions. Et je sais pas pourquoi, les deux sur ce genre d'aspect, c'était beaucoup les dames. Moi, j'ai déjà perdu 3 ventes en une journée. Je me rappelle un samedi, 3 acheteurs qui m'appellent. Ouais, désolé, on n'a pas d'autre prêt. Oh, j'étais fou. Bah, mais je me rappelle aussi que j'ai déjà fait plusieurs ventes en une journée. Donc, en une journée, j'ai potentiellement gagné 40 000 euros. Donc, c'est vraiment une gestion des émotions, une gestion annuelle et pas sur l'instant T, en fait. Voilà. Ça, c'est très important. Sinon, il y en a beaucoup qui arrêtent à cause de ça, d'ailleurs. Ils croient que c'est parce qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas du tout le cas. C'est parce qu'effectivement, il y a une gestion des émotions qui n'est pas adéquate avec l'activité, en fait. OK. Donc, tout ça pour dire effectivement que la limite est étroite et qu'on a besoin de personnaliser et de s'adapter et d'être un caméléon et de se synchroniser à nos prospects, mais attention effectivement à la limite et de mettre le curseur, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en place, de façon à ne pas vous épuiser non plus et de ne pas basculer dans autre chose qu'une relation professionnelle. Mais, désolé de vous décevoir, une vraie relation professionnelle, ça fatigue aussi. Donc, d'où l'importance justement de lisser ces émotions. Comme je vous le disais, notre métier est constitué de 80% au moins d'écoute. Et un excellent moyen de faire parler votre prospect et de gagner sa confiance, puisqu'on gagne la confiance des gens, non pas en parlant, mais en les écoutant. Bah, c'est bête, mais c'est de poser des questions. Et ça, on en a parlé plein de fois en rendez-vous vendeur. 80% du temps, on pose des questions. Je ne rentre pas dans les détails du rendez-vous vendeur. On a déjà fait des coachings, mais on va poser plein de questions sur son projet, sur avant, sur le bien, sur après, sur pendant. Alors, évidemment, il n'y a pas de chiffre exact, mais pour vous donner un curseur, prenez en compte que si dans votre rendez-vous vendeur, vous n'avez pas posé minimum, et c'est vraiment un minimum, 25 questions, et y compris pour vos acheteurs, une bonne découverte vendeur et une bonne découverte acheteur, s'il n'y a pas minimum 25 questions, j'ai pris 25 parce que vous allez voir, essayez de faire un exercice de noter sur un papier les questions que vous posez pendant un rendez-vous vendeur. Ce serait intéressant de savoir à combien vous êtes, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en suis sûr, si vous n'avez pas posé au moins 25 questions, que ce soit pour les vendeurs ou les acheteurs, il vous manquera des informations et vous n'aurez pas assez gagné la confiance des gens. Ça, j'en suis sûr. 25 questions, vous allez voir, c'est pas si évident que ça d'y arriver. Et grâce à ces questions, du coup, vous allez cibler les besoins de votre prospect et vous allez apporter une réponse adaptée, personnalisée aux personnes que vous avez en face. Et c'est comme ça et pas autrement que vous allez gagner la confiance de vos prospects. Et là, on est dans un vrai apport de valeur. Parce que déjà, rien que d'écouter des prospects, c'est leur apporter de la valeur. Vous êtes là pour les écouter. Donc là, on est dans une vraie expérience. Parce que le fait de pouvoir apporter une réponse personnalisée et d'apporter des arguments personnalisés
aux objections de vos prospects, rappelez-vous toujours qu'une objection, c'est un besoin qu'a votre prospect d'en savoir plus sur vous, par exemple. Partez toujours du principe que derrière un non se cache toujours un oui, mais on ne sait jamais quand. Et quand vous êtes dans cette optique, vous allez partir déjà sur un rendez-vous beaucoup plus positif, même si c'est une pige arrachée. Je ne compte pas le nombre de vendeurs qui m'ont dit au téléphone qu'ils ne signeraient pas de mandat et dont je suis reparti avec une exclue. Bon, là, je ne les compte pas. Parce que j'ai su me synchroniser à ces prospects, me rappeler du son de casse, leur apporter des arguments en fonction de leur typologie. Je les ai écoutés et j'ai apporté une réponse adaptée et personnalisée à ces personnes-là en question. Ce n'est pas une réponse générique, c'est une réponse qui apporte de la valeur et une relation de confiance à ses prospects. D'accord ? Là, on est vraiment dans la relation. Après, un autre levier extrêmement important dans la continuité et dans la suite du rendez-vous vendeur, ça va être le suivi. On a tous entendu des milliers de fois, j'ai signé un mandat, ça fait 4 mois que je n'ai pas de nouvelles. Alors là, c'est pareil, ça, je l'ai entendu, mais je ne les compte pas non plus. Bah voilà, quand j'arrive sur ça, je me régale. Alors là, c'est très facile. Là, je fais résilier tous les mandats et je prends une exclue derrière. Mais c'est d'une simplicité déconcertante. La personne vous êtes en train de me dire, monsieur le vendeur, que vous avez offert votre confiance donc un projet à votre vendeur, à ce professionnel, à ce conseiller, et que ça fait 4 mois que vous êtes dans la nature. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais, d'accord. Eh bien, effectivement, c'est quand même assez grave, monsieur le vendeur, parce qu'il s'agit quand même d'une perte de chance pour vous. Non seulement c'est répréhensible d'un point de vue commercial, parce que du coup, on n'est pas du tout aux antipodes de la valeur qu'on peut vous apporter, et de la relation et tout blabla, mais en plus, on est dans une perte de chance de faire aboutir votre projet dans le cadre de l'obligation de moyens que ce conseiller-là doit vous fournir en signant ce mandat. En fait, c'est de ça dont on est en train de parler. Parce que, monsieur le vendeur, je ne vous l'apprends pas, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez signé un contrat et que dans ce contrat, le professionnel s'engage à faire le maximum pour faire aboutir votre projet. Alors là, au bout de 5 minutes, il est en train de fondre sur sa chaise et je fais ce que je veux après. Donc, effectivement, alors on ne va pas lui dire, évidemment, attention, on ne va pas lui dire qu'il a fait un mauvais choix. Notre vendeur ne fait jamais un mauvais choix. Ce n'est pas de sa faute. C'est pareil, j'ai signé un mandat exclu, je n'ai pas de nouvelles. Mais monsieur le vendeur, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez raison de faire un mandat exclusif, parce qu'on le sait, c'est la meilleure méthode pour vendre, dans les meilleures conditions. Le professionnel doit maîtriser votre projet de A à Z. C'est le cas, normalement, avec un mandat exclusif. Par contre, celui-ci, visiblement, ne fait pas le job. Et ce n'est pas de votre faute, c'est de sa faute. D'accord ? Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment ça devrait se passer si un jour on travaille ensemble. Et là, vous allez pouvoir, du coup, répondre avec des arguments adaptés à l'absence de moyens qu'il y a eu de par votre confrère. Et ça arrive souvent. Hein. J'ai signé un mandat, j'ai pas de nouvelles. Alors là, il y a plein d'agences qui font passer leur mandat simple avant les exclus parce qu'ils savent qu'en exclu, il n'y a pas de confrère. Et la pire chose à faire, alors bien qu'en ce moment, c'est très bizarre parce que tout part comme des petits pains et à des prix totalement ridicules, mais bon, c'est le marché qui est comme ça en ce moment. Mais même, il y a quand même des biens on commence à voir quand même des baisses de prix depuis quelques années là, sur les portails. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Là, ça y est, je commence à fatiguer. Là. La crève commence à avoir raison de moi. Donc, on est sur l'absence de moyens et du coup, monsieur le vendeur, pas bon, quoi. Je vais vous dire, si un jour on travaille ensemble, comment ça va se passer et surtout, quels sont les moyens que je vais mettre à votre disposition pour vous offrir la meilleure expérience possible. Parce que ça, monsieur le vendeur, c'est inadmissible. Parce que, soyons francs, si vous vous débrouillez entre vous et moi, combien de fois je leur ai dit, là je suis en train d'imaginer avec vous en face, hein, en tant que vendeur,
monsieur le vendeur, soyons francs, si vous vous débrouillez, vous pouvez vendre tout seul votre maison, en réalité. Alors finalement, si c'est juste pour faire une annonce et la mettre sur ce gel bon coin, franchement, moi je m'en vais, je ne sers à rien. Je sers à quoi, monsieur le vendeur? S'il y a un mandat, ok, on fait un mandat, je la mets sur ce gel bon coin. Et puis j'attends. Voilà. C'est ça, monsieur le vendeur, vous voulez? Ou vous voulez, et là vous sortez tout votre engagement d'action. Voilà. C'est ça. Et là, vous allez faire comprendre à votre vendeur, lui, attention, c'est pas comme j'ai l'habitude. Voilà, l'idée, c'est de vous démarquer. Et d'ailleurs, on est là aussi pour, monsieur le vendeur, je suis là pour vous démarquer d'ailleurs. Je suis là pour vous démarquer de votre concurrence, des autres biens à vendre comparables. Donc évidemment, pour en revenir au suivi, moi, ce que je vous conseille de faire, pour parler concrètement, c'est quand vous avez fait le mandat, le jour du mandat, vous prenez un rendez-vous de suivi déjà le jour même dans votre agenda avec votre vendeur. Monsieur le vendeur, à partir d'aujourd'hui, il y a une relation de confiance qui s'installe. Vous allez entendre parler de moi aux échéances que je vais vous dire tout de suite. Déjà dans un mois, tout de suite, on prend rendez-vous. Rendez-vous de suivi. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé dans le mois. D'accord? Et dans votre tête, vous savez que si le bien est un peu trop cher et que vous l'acceptez quand même, vous savez que dans votre tête, c'est aussi pour renégocier le prix. Vous commencez déjà à le préparer. Bon, on ne le dit pas, hein, mais en tout cas, dans votre tête, c'est comme ça. Moi, je vous conseille d'appeler votre vendeur, 48 heures après le mandat, dans le but de faire le point. Monsieur le vendeur, ça fait 2 jours qu'on travaille ensemble, votre bien en ligne, tout va bien, j'ai commencé à avoir des contacts ou pas. C'est juste pour lui faire un brief, pour le remercier de nouveau pour sa confiance et lui dire, ça fait 48 heures, ok, j'ai fait ça. Maintenant, après, ça va dépendre de s'il y a des visites ou pas, voilà, on s'adapte. Mais en tout cas, il faut un contact 48 heures max après la prise de mandat. Je vous conseille après un contact 2 semaines après. Ça, c'est le premier mois. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous conseille un contact 2 semaines après. Pareil, pour raconter à votre vendeur ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Et enfin, 2 semaines après, surtout si il ne s'est pas passé grand-chose, ou que le mandat ne déclenche pas trop de mouvement, le rendez-vous de suivi, mais là, attention, ce rendez-vous de suivi, dans votre tête, c'est pour faire baisser le prix. Donc, vous allez y aller avec des comparables, vous allez y aller avec un certificat de parution que va vous faire se loger, par exemple, vous allez y aller avec du factuel, d'accord? Vous allez en mettre plein la table pour dire que c'est trop cher. L'idée, elle est là, en fait. Vous allez faire le point sur tout ce que vous avez fait durant ce mois-ci, et vous allez lui faire comprendre que le bien est trop cher, si c'est le cas. Voilà. Mais en ce moment, vu le marché, si vous y allez pour ça et que vous n'y allez pas pour préparer le compromis, c'est que le bien est trop cher, on ne va pas se mentir. Hein. Donc, vous y allez pour faire baisser le prix, en fait. Et dans votre appel des 15 jours, si vous ne l'avez pas fait déjà, mais normalement, si le bien est trop cher, ça aurait dû déjà être fait en rendez-vous vendeur, vous allez amorcer votre baisse de prix. C'est-à-dire, bon, monsieur le vendeur, ça ne presse pas, hein, mais on va faire le point dans 2 semaines quand même. Hein, au niveau du prix, je vous ramènerai des comparables, un certificat de parution et on prendra une décision, hein, monsieur le vendeur. Vous lui glissez comme ça rapide. Comme ça, il se prépare. C'est pas, on arrive, on fait baisser le prix. Vous avez moins de chances d'y arriver. D'accord? Donc ça, un suivi comme ça. Et après, voilà. Donc ça, c'est le premier mois. Et après, vous gardez, voilà, hors visite et hors compte rendu de visite, bien entendu, puisqu'à chaque fois qu'on fait une visite, on fait un compte rendu écrit par mail minimum. Eh bien, vous allez prendre contact, voilà, vraiment s'il se passe rien, tous les 3 semaines. Voilà. Mais là, vous allez voir qu'avec un suivi impeccable comme ça, et si vous faites plus. Alors attention, on s'adapte aussi à ces vendeurs. Des fois, il y a des vendeurs qui vous disent « Oh non, mais c'est bon, hein, s'il n'y a rien, vous ne m'appelez pas. Hein. » Voilà. Ça peut arriver, il y en a. Ce n'est pas la majorité, mais ça peut. Vous adaptez vos suivis. D'accord? Ça peut arriver. Alors, en ce qui concerne les acheteurs, maintenant, c'est pareil. Les acheteurs, on va essayer de sublimer, en quelque sorte, leur parcours d'achat. Et ça commence dès l'annonce. Alors, moi, ça me désole, mais je vois des annonces parfois, mais c'est horrible. Mais c'est des repoussoirs.
des annonces avec des fautes d'orthographe dans tous les sens, des annonces, des photos à l'envers, des photos en noir et blanc, quand il pleut, quand il y a du bordel partout, la télé allumée, le chien, le chat, le gosse en train de jouer sur le canapé. Voilà. Vraiment, on voit des choses, mais totalement inadmissibles pour un professionnel. Donc, le respect et la valeur que l'on va apporter à son audience, à acquéreur pour le coup, et vendeur aussi d'ailleurs, parce que le vendeur ne paye pas pour finalement faire une annonce pourrie, eh bien, ça passe par une annonce impeccable, évidemment. Ça passe par vraiment une superbe annonce, bien sûr, puisqu'en plus, vous générez plus de contacts. Ça passe par l'engagement d'action et le service que vous allez apporter effectivement, éventuellement avec le photographe professionnel, très intéressant. Moi, je m'en servais comme levier pour choper des mandats exclusifs. En mandat simple, je ne le faisais jamais. Mais en mandat exclusif, oui, ça m'arrivait de le faire. Et c'est vrai que mandat exclusif, photographe professionnel, bon, évidemment, on ne fait pas de mandat exclusif si vous jugez que le bien est trop cher et que c'est quasiment invendable. Hein. C'est une évidence parce que on travaille pour la concurrence. Vous pouvez aussi faire des vidéos de vos biens et les publier sur les réseaux sociaux. C'est intéressant hein, pour avoir de l'audience. Maintenant, on va faire une parenthèse aussi parce qu'il y a un suivi acheteur à mettre en place aussi. En faisant un bon suivi acheteur, on apporte de la valeur à nos vendeurs, parce qu'on travaille pour eux, bien sûr, mais aussi à nos acheteurs. Alors, le suivi acheteur. Bon, à l'époque, moi, j'avais 80 mandats. J'avais énormément de contacts par jour. J'ai dû trouver des solutions pour gérer ces acheteurs. Au début, je les classais de 1 à 4. Le 1, c'est le client du mois, on en a parlé la semaine dernière. Le 2, c'est un peu moins acheteur. Le 3 et le 4, il n'est pas acheteur. Et en fonction de comment on les a classés, on va mettre en place des règles de suivi. Alors, autant vous dire que le numéro 1, alors lui, croyez-moi que j'allais lui trouver son bien. Donc, même si je devais faire de l'intercabinet, j'allais lui trouver son bien. Le 2, j'allais aussi m'en occuper. Le 3, bon, j'allais le suivre un peu moins parce que son projet n'était pas super mûr. Et le 4, je lui envoyais une fiche de temps en temps, voire pas du tout. Mais même comme ça, c'était trop chronophage. Alors en ce moment, on n'est pas dans cette configuration, il y a beaucoup moins de mandats. Donc comment je faisais? Et j'avais une technique très intéressante. Et là, on rejoint aussi le marketing digital. Je vais vous renvoyer le lien de System.io, du coup, parce que je me servais de ce logiciel. System.io, donc c'est le logiciel qui va vous permettre de vous faire votre email marketing et qui va vous permettre de faire un super suivi acheteur. Alors, System.io, ça serait intéressant qu'on fasse un coaching entier sur ce logiciel parce que c'est vraiment une automatisation vraiment de votre marketing digital. Vous capturez les données de vos prospects, vous faites des pages de capture, vous faites des pages de vente, vous automatisez les séquences de mails, vous faites tout. Vous faites des listes de mails. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et donc, je vous remets le lien hein, si vous voulez le tester, parce qu'en plus, vous pouvez le tester 15 jours gratos. Alors, tac. Pardon. Voilà. Donc, je tilte. Je commence vraiment à fatiguer, désolé. J'ai pris un Doliprane, mais la crève, là, ça... Alors, je regarde juste si on va reparler des vendeurs. Tac, tac. Non. Bah, du coup, je fais juste une petite... Je fais un comeback avant de vous reparler du coup du suivi acheteur. Comment aussi on apporte de la valeur à nos vendeurs, rendez-vous vendeurs, justement. Vous savez, vous avez tous aussi entendu ça. On l'entend malheureusement, on sait que c'est pas vrai en plus. En France, alors, je ne sais pas si c'est l'être humain ou si c'est qu'en France, on accorde beaucoup d'importance à ce qui est concret au détriment de ce qui est intellectuel. On le sait. Oh, un agent immobilier, c'est un ouvreur de porte. Oh, moi je le fais demain. Bon, on a tous entendu ça, alors qu'on sait que c'est pas vrai. Moi, je suis maçon. Moi, je me lève à 6 heures, je construis des maisons. Voilà. Voilà. Et beaucoup de gens vont plus accorder de valeur à ça. Bon. Alors, je ne dénigre pas du tout là. Enfin, j'ai que cet exemple. Hein. J'aurais pu en prendre d'autres. Je ne dénigre absolument pas la profession. Au contraire, c'est une profession
tout à fait honorable. Comme celle du mandataire immobilier d'ailleurs. Et au même titre. Sauf que c'est 2 métiers différents, avec leurs avantages, leurs contraintes, leurs difficultés et leurs facilités. Donc, pour gommer justement cette notion, alors on en avait parlé en rendez-vous vendeur, je fais une brève parenthèse, pour gommer cette notion de prestation de service qui finalement, on prend 9000 balles de commission à rien faire, pour contrecarrer ça, il faut laisser du factuel auprès de nos vendeurs. Donc, il faut un book. Même si on ne sert pas, ce n'est pas grave, on le met sur la table. Il faut que, vous savez, en PNL, il y a les kinesthésiques, il y a les visuels, il y a les auditifs. Et c'est pareil comme que pour le Soundcast, les gens, alors il peut y avoir plusieurs, mais en règle générale, il n'y en a qu'un. C'est les visuels. Les gens sont beaucoup plus convaincus avec des choses qu'ils voient. Les kinesthésiques, c'est plus la faculté, le toucher. Les auditifs, c'est la parole. Voilà, alors après, il ne faut pas rentrer dans les détails, parce qu'après, c'est de la PNL. J'en sais rien. Mais en tout cas, en fonction du comportement de vos prospects, on peut peut-être essayer de les détecter. Pour ne pas vous prendre la tête, le mieux, c'est d'essayer de jongler avec les 3. Donc, vous allez parler, vous allez écouter, vous allez, du coup, montrer des supports pour les visuels, le book, par exemple, mais vous allez aussi leur faire toucher des choses. Et le mieux, c'est quand vous partez, c'est qu'il y ait une trace de vous après votre passage, surtout si vous faites un R2 en plus. Parce que ça permettra aux prospects de ne pas vous oublier, au moins. Donc pour ça, vous allez laisser des choses. Alors, je vais vous les montrer. Je pourrais vous les envoyer aussi s'il y a besoin. Alors, vous allez laisser, par exemple, des recos. Alors, moi, j'avais fait une fiche cartonnée avec le réseau, tout ça, du blabla commercial, et je glissais dedans des supports. Je laissais ça. Mes recommandations pour mieux vendre votre bien immobilier. C'est une feuille A4, c'est bidon, mais c'est une trace de vous après. C'est des trucs super génériques. Je laissais également la liste des documents obligatoires pour vendre. C'est-à-dire que monsieur le vendeur, aujourd'hui, votre bien, il est comme ça, et je faisais une croix en face de tout ce qu'il fallait, de tout ce qu'il fallait pour vendre le bien dans de bonnes conditions. Monsieur le vendeur, ce n'est pas l'acheteur qu'on va faire le dossier. Le dossier, on va le faire maintenant, monsieur le vendeur. Je suis là pour vous faire aboutir votre projet dans les meilleures conditions et aux conditions convenues. Ce n'est pas les diagnostics. Ah, c'est pareil. Combien de fois on l'a entendu? Oh, les diagnostics quand j'aurai l'acheteur. Non, monsieur le vendeur. Votre confrère, il m'a dit qu'on pouvait attendre. Non, monsieur le vendeur. On va faire le dossier aujourd'hui. Quand il y aura l'acheteur, on tire au compromis. Si on commence à courir les documents quand on a l'acheteur, ça ne va pas faire professionnel. L'acheteur, il va continuer à regarder les annonces. Le notaire, il ne voudra pas signer. Il suffit qu'il y ait du retard. On va perdre l'acheteur. Le dossier, on le fait aujourd'hui. Et je cochais donc tout ce qu'il fallait en fonction du bien, tout ce qu'il fallait comme document. Et je l'invitais, donc avec la fiche cartonnée que je lui laissais, à constituer le dossier. Et là, c'est super intéressant. Parce que là, vous êtes vraiment sur du conseil. Vous êtes vraiment sur on fait les choses maintenant. Et ce n'est pas demain quand on a l'acheteur. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup de mandataires font l'inverse, alors que c'est une grave erreur. Donc ça, je le laissais. Monsieur le vendeur, bien sûr, si vous avez des difficultés à obtenir un document, vous m'appelez et je serai là pour vous aider. Je ne le ferai pas à votre place, mais je serai là pour vous aider. Là, vous avez vu, c'est là où on met la limite. Je suis là pour vous aider, mais je ne le fais pas à votre place. Ce n'est pas moi qui vends. Je suis là pour vous aider. C'est pas moi qui le fais. Alors, donc je laissais ça. Et je laissais aussi un 3e document, mais par contre, je ne l'ai pas. C'est bizarre, je pourrais l'avoir préparé. Bon, tant pis. Je laissais aussi une multitude de conseils pour la visite. C'est-à-dire que c'était une feuille A4 où il y avait voilà, est-ce que les chambres sont aérées, est-ce que c'est le bordel, est-ce que les poignées sont sales. C'était vraiment une liste de conseils, il y en avait je ne sais pas combien, très précise pour optimiser la visite. Et monsieur le vendeur, tout ça, ça doit être validé pour quand j'arrive
pour la visite. Sinon, vous optimisez pas les chances de vendre. C'est aussi simple que ça. Vous n'aidez pas l'acheteur à se projeter. Donc, je laissais ces 3 documents dans une fiche cartonnée et ça faisait pro. Parce que du coup, en plus, il touchait et je laissais une trace de moi après. En plus de la carte de visite, bien sûr. Et du dossier d'estimation éventuellement. Donc, il y avait du palpable. C'est-à-dire que ce n'est pas de la prestation de service qui ne sert à rien. C'est de la prestation de service factuelle. D'accord? Ok. C'était la petite parenthèse que j'avais oubliée. Donc, l'acheteur. Donc, on le suit effectivement. Et avec System.io, qu'est-ce que je faisais? Parce que je devais avoir 20 contacts par jour. C'était intraitable. Donc, avec System.io, vous allez pouvoir, du coup, créer des listes. J'avais une liste vendeur, j'avais une liste acheteur, j'avais une liste partenaire, j'avais plein de listes. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je commence vraiment à avoir du mal. Et en plus, en octobre, on va faire un coaching sur le marketing digital. Mais en tout cas, pour schématiser et surtout pour le suivi, la liste acheteur, j'avais des centaines d'acheteurs dans ma liste. Et à chaque fois que je rentrais un bien, j'envoyais la fiche à la liste. Donc, en un clic, j'envoyais des centaines de mails d'un coup, donc la fiche au prospect, acheteur. Donc, qu'est-ce qui pouvait se passer? 1, les acheteurs n'avaient pas trouvé, le bien les intéressait, ils m'appelaient. 2, ils étaient toujours acheteurs, le bien ne correspondait pas, mais corbeille. 3, ils avaient trouvé, ils se désinscrivaient de la liste. Voilà. Et là, je peux vous garantir que le temps que j'ai gagné sur la découverte acheteur et que j'ai gagné du coup sur la rentrée de mandat était assez intéressante. Très intéressante. Bon, là, en ce moment, vu le marché, ce n'est pas indispensable. Là, moi, je vous parle de ça il y a quelques années. Mais je pense que même aujourd'hui, je le ferai. Parce que la découverte acquéreur, c'est pour moi, à mon sens, ce qui est le plus ingrat dans notre métier. Et ce qui fait perdre le plus de temps. Parce qu'on le sait très bien, hein, les acheteurs, ils sont très volatiles. Ce n'est pas du palpable, ce n'est pas du concret souvent. Donc, en faisant comme ça, alors sauf le numéro 1. Attention, le numéro 1, si je savais que son projet, c'était pour là, lui, par contre, il avait quand même un contact vraiment beaucoup plus personnalisé. Le numéro 1. Mais le reste, c'était fiche et bim, automatisation. Parce que sinon, c'était trop chronophage. D'accord? Bon, après, si vous jugez que le numéro 2, il faut le suivre aussi plus sérieusement, vous pouvez le faire. Le numéro 2, c'est quand même les personnes qui sont acheteurs sous un mois ou 2. Moi, je ne le faisais pas parce que j'avais trop d'acheteurs. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire, normalement. Donc ça, c'est super important. Bonne découverte acheteur, ciblée, déjà pour ne pas perdre de temps pour rien. À chaque fois que vous passez à faire une visite pour rien, vous perdez de l'argent, du temps, ce n'est pas pro, votre vendeur. Il faut quand même être conscient qu'à chaque fois que vous avez une visite, votre vendeur, il se dit « Putain, c'est bon, ça se trouve, j'ai vendu demain ». Et il y a une notion d'émotion aussi et d'ascenseur émotionnel. Donc, à chaque fois que vous allez le rappeler pour lui dire qu'il ne va pas acheter, même si vous êtes super pro, et d'où l'importance d'être encore plus super pro du coup, il ne va pas vous en vouloir. Mais à un moment donné, ça va le saouler. Et à un moment donné, il va résilier le mandat. Donc, attention aux visites. On n'est pas là pour faire des visites. Je préfère pas faire de visites plutôt que de faire des visites pas qualifiées. D'accord? Alors, si vous sentez que vraiment votre vendeur en a besoin et que voilà, il veut que vous fassiez 1 ou 2 visites, parce qu'il et encore, je ne le faisais pas. Pourquoi pas? Mais vraiment, en cas d'extrême urgence, quoi. On va perdre le mandat, éventuellement. Alors, entre le compromis et l'acte, c'est pareil. Notre travail, notre devoir de conseil est omniprésent. Alors, inutile de vous dire que ne pas aller au compromis est une bêtise. Je pense que vous le savez tous. On va toujours au compromis. On accompagne nos prospects. Le compromis, normalement, n'est qu'une formalité puisque vous avez au préalable monté le dossier. Donc, ça doit glisser. Sinon, c'est chiant quand on oublie un truc. Alors, souvent, ce n'est pas grave. Mais si le notaire relève quelque chose que vous avez oublié, je ne sais pas moi, une servitude, un problème d'urbanisme, un diagnostic. Bon, normalement, un diagnostic, c'est impossible. Sinon, on ne peut même pas aller au compromis. Mais en tout cas, on essaye de ne rien oublier. Là, on est dans le devoir de conseil. On est dans l'accompagnement. D'accord?
On est dans la préparation du dossier. On est dans ce que vous disiez tout à l'heure. On est là pour faire le dossier. Notre vendeur n'a rien à faire, puisqu'on est là pour ça. On est dans l'obligation de moyens. D'accord ? Donc là, oui. Là, on est dans une vraie mise en valeur, puisque notre vendeur nous a mandaté pour ça. Notre vendeur nous a certes mandaté pour vendre son bien, et encore que c'est discutable, parce qu'on n'a pas on dit mandat de vente, mais on a surtout des mandats d'entreprise. On est là pour mettre en relation un vendeur et un acheteur, en réalité. On est là vraiment pour présenter des acheteurs dans les meilleures conditions. Et enfin, évidemment, vendre. Vous devez rester l'interlocuteur privilégié de vos prospects, de par vraiment votre relation. Vraiment, vos prospects vendeurs-acheteurs doivent vraiment sentir qu'en cas de problème, la moindre incartade, ils peuvent vous faire confiance. Voilà, l'idée, elle est là. Parce que souvent, le moment du compromis, c'est un moment anxieux aussi. Même si ça se passe super bien, on ressent très souvent quand même de l'anxiété, de l'agitation. Ils sont toujours en train de faire des blagues, de rigoler, mais en réalité, c'est plus de l'énervement et du stress, surtout chez les primo-accédants d'ailleurs. Donc ça, on le voit, on est dans la sécurité. Donc on est là pour les rassurer. Normalement, au moment du compromis, on est surtout sur un devoir d'accompagnement et de relationnel. Parce qu'au préalable, si on a bien fait le travail, tout a été vu avant. Il est impossible, si on a bien fait son travail, alors sauf cas extrême, une fois de temps en temps, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Mais en aucun cas, on doit avoir des surprises sur le compromis. Sinon, c'est qu'on a loupé un truc. On ne peut pas louper un truc. C'est pas possible. On a tous les documents inimaginables à notre portée, sauf si une des parties nous cache des choses. Mais normalement, on devrait le découvrir. On a le type de propriété ou les types de propriété. Salut Thierry, merci à toi. On a tout ce qu'il faut, normalement, pour ne pas se faire avoir. Bon, maintenant, si ça arrive une fois de temps en temps, ça peut. On est tous des êtres humains. Mais pas souvent, quoi. Sinon, encore une fois, le bouche à oreille, la prescription. Et enfin, pourquoi pas, alors je dis pourquoi pas parce que moi je ne le faisais pas, je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi pas, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien, offrir un cadeau aux parties à la fin. L'acheteur, il arrive, il a son bouquet de fleurs, il a sa carte cadeau chez Cultura, il a, ou chez Maison du Monde, le vendeur, il a sa bouteille. Alors, pourquoi pas? Je n'ai pas de mauvais avis sur ça. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Mon avis, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose, mais que ce n'est pas indispensable. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais fait. Mais si vous le faites, le cadeau de fin pour remercier tout le monde, je ne vous déconseille pas de le faire, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Parce que les parties, en réalité, attendent beaucoup plus que tout ce qu'on vient de voir là en coaching, et la valeur que vous allez leur apporter, l'accompagnement, l'expérience, au-delà même de leurs attentes, n'a pas de prix par rapport à un cadeau que vous allez leur faire, une bouteille ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, alors oui, cerise sur la gâteau, la bouteille. Alors là, oui, très bonne idée, pourquoi pas. Mais pour ceux qui doutent, si vous ne le faites pas, mais que par contre vous avez respecté tout ce qu'on a vu, voire plus, parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire, je vous garantis que les prescriptions viendront quand même. Mais même si vous n'avez pas vendu bien, d'ailleurs, ça nous est tous arrivé, si on travaille bien. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Après, le secret est là, quoi. C'est vraiment la relation. Privilégiez la relation. Mettez-vous dans une position d'entraide et de partage et de médecin. Votre prospect, il doit sentir que c'est lui votre priorité.
dans la relation que vous allez établir, en réalité. Et si vous mettez tout ça en place, eh bien, normalement, les prescriptions ne devraient pas tarder. Et n'hésitez pas à les demander, parce que ce n'est pas forcément inné chez les gens. Donc, n'hésitez pas, alors, quand ça se passe bien, parce que si vraiment vous avez une vente très conflictuelle, ce qui ne devrait pas arriver, c'est normalement si le job est bien fait, mais dans la très grande majorité des cas, n'hésitez pas à demander des prescriptions. Monsieur le vendeur, monsieur l'acheteur, voilà, je vous remercie pour votre confiance. Voici mes cartes. Si vous connaissez quelqu'un, parlez de moi, ça m'aide. Voilà, il faut toujours le rappeler. Important. Important parce que ce n'est pas forcément inné. D'accord. Bien que normalement, encore une fois, si vous avez extrêmement bien travaillé et répondu à tous les besoins, normalement, vous optimisez les chances quand même que ça se passe. Merci en tout cas pour votre attention. S'il y a des questions, je peux rester encore un petit peu. Je pense qu'on a fait pas mal de trucs. Ah oui, les fiches. Alors, on m'a demandé des fiches. Je vais vous les mettre dans le chat. Super, merci à toi. Je vous les mets tout de suite dans le chat. Alors, il faut que je les retrouve parce que je les ai fermés. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Où est-ce qu'elles sont ces fiches? Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, ça ne sert plus à rien. Merci à tous en tout cas. Hop.